l'expansion de la réforme en France. Nous avons vu que, malgré les efforts de la Sorbonne pour bloquer le mouvement de réforme, ce dernier s'était répandu. S'était répandu à Paris, notamment grâce à l'arrivée de Calvin, et puis aussi donc l'appui de Marguerite de Valois, sœur de François Ier, et de François Ier lui-même, car François Ier était un homme ouvert à la réforme jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que François Ier était d'abord un homme qui était féru d'humanisme, ce qui faisait qu'il était sympathique au mouvement de la réforme. Deuxièmement, François Ier était un roi qui était assez, jaloux de son autorité, comme beaucoup de rois de France, et il souhaitait une réforme, mais une réforme qui ne couperait pas avec Rome. Et il voulait donc, si vous voulez, que l'Évangile puisse être véritablement prêché et qu'on puisse mettre sur le trône de Rome un pape évangélique. Voilà, c'était ça son rêve. Bon, bien évidemment, c'était un rêve. C'est évident que, avant qu'un pape évangélique arrive sur le trône de Rome, il y avait de l'eau qui devait couler sous les ponts de Rome, dans le Tibre. Bien. Donc, François Ier hésite. Il oscille entre des courants contraires. Et puis, ensuite, il y a les considérations politiques. François Ier est l'adversaire acharné de Charles Quint. Et dès l'hiver 1934, il prend langue avec les princes protestants allemands, de façon à former une ligue anti-Charles Quint, anti-espagnole, avec l'appui des princes allemands protestants, chacun y trouvant son intérêt. Les princes protestants ne sont pas contre le projet, même, ils l'appellent de leur vœu, mais les réformateurs, Luther et Mélenchon, s'opposent à la guerre. Ils estiment que là nous sommes au niveau politique et que pour des raisons politiques, on ne doit pas faire la guerre. Leur seul motif de guerre légitime, dans la conception qui est la leur, c'est la guerre d'agression. Si l'on est agressé, alors on a le droit de se défendre. Mais on n'a pas le droit, soi-même, un prince chrétien n'a pas le droit de prendre l'initiative d'une guerre. D'autant que François Ier est tout de même un homme dont on n'est pas trop sûr, on ne sait pas de quel côté il va atterrir, tant et si bien que le projet avorte. Mais cette même année, la réforme continue à se répandre à Paris, et partout dans les églises, on prêche l'Évangile librement, ce qui provoque un certain nombre de réactions. C'est toujours à la Sorbonne que se trouve le foyer d'opposition essentiel à la propagation de la réforme à Paris. Et c'est ainsi que l'hiver 1534, de nombreux réformés sont amenés à fuir Paris à la suite de la vague de persécution qui, notamment, entraîne l'arrestation de Roussel avec 400 de ses amis. Mais François Ier, par un ordre personnel, les fait libérer. Pourtant, la Sorbonne ne se déclare pas vaincue et à Pâques de la même année 1534, le prédicateur Alexandre Camus est arrêté, torturé et brûlé vif. C'est aussi cette même année que Philippe de Hesse, le prince allemand, faisant fi des conseils de Mélenchon, prend les armes contre l'Autriche. Il récupère le Wurtemberg, où il y a de nombreux éléments allemands qui s'ouvrent à la réforme. C'est un nouveau pays, en quelque sorte, une nouvelle province allemande qui s'ouvre à la réforme. En 1535, François Ier décide qu'il faut trancher le problème. Il propose à la Sorbonne une réforme qui serait inspirée de la confession d'Augsbourg et de l'esprit de Mélenchon, en fin de compte. Car, somme toute, Mélenchon est aussi dans cette vision. Le rêve de Mélenchon serait qu'il y ait une réforme intérieure de l'Église catholique
qui permettent une prédication libre de l'Évangile, mais qui laissent l'unité de l'Église catholique intacte et qui permettent une réintégration donc du protestantisme à l'intérieur de l'Église catholique. Remarquez qu'il y en a encore qui pensent comme ça aujourd'hui. C'est pas nouveau. Ça a toujours continué dans le protestantisme. Il y a toujours eu un courant comme ça qui était pour un retour à Rome à certaines conditions. Évidemment, Mélenchon aussi milite en faveur d'un pape évangélique. François Ier est tout à fait aux antipodes, si vous voulez, de ce que sera le roi d'Angleterre, de la même époque, Henri VIII, on aura l'occasion d'y revenir, qui lui veut garder le dogme catholique, mais qui rompt avec Rome, sur le plan structurel. François Ier, au contraire, lui, ne veut pas de rupture avec Rome, mais veut une réforme du dogme. Mais de nombreux évangéliques en France se sont bien rendus compte que c'est un rêve totalement utopique et qu'on ne peut absolument pas s'attendre à ce que Rome se réforme. D'ailleurs, la diète d'Augsbourg et les différentes tentatives qui ont été faites pour essayer de trouver justement un terrain d'accord avec les catholiques ayant échoué, on ne se fait plus tellement d'illusions en France sur les chances d'une réforme véritable intérieure de l'Église catholique. Néanmoins, cette même année, le roi François Ier envoie une lettre à Mélenchon lui demandant de venir en France pour tenter de rétablir l'unité. Mélenchon est très tenté de répondre positivement à l'invitation de François Ier. Luther le lui déconseille. De son côté, Calvin aussi est contre, parce qu'il sait que Mélenchon est un homme qui est ouvert au compromis, et il craint que, effectivement, Mélenchon, comme il avait failli le faire à Augsbourg, n'entraîne la réforme dans des voies qui l'amèneraient donc dans finalement un retour à Rome sans autre forme de procès. Or, sur ces entrefaits, alors que finalement la réforme progresse en France, que malgré les oppositions, il y a une semi-liberté. Il faut dire qu'à cette époque-là, sur une population disons une trentaine de millions d'habitants, il y a 2 millions de protestants en France. C'est-à-dire 4 fois plus, vraisemblablement, qu'aujourd'hui. C'est énorme. C'est énorme. N'est-ce pas ? Et par conséquent, les protestants, qui plus est, se recrutent parmi les lettrés, parmi les élites. Et c'est aussi dans ce domaine-là que la réforme prend en France une dimension, je dirais, quasi politique, par le seul fait qu'effectivement des hommes politiques sont touchés par le mouvement de la réforme. Et l'on se rend bien compte, dans les milieux catholiques, que les réformés vont demander au minimum, je dirais, une part au gouvernement et au maximum le pouvoir lui-même. Car si on parvient à faire basculer le roi dans la réforme, c'est la France tout entière qui change de camp. Et en cette année 1534, l'enjeu est là. La sœur du roi, nous l'avons vu, est gagnée. Nombreux dans l'entourage du roi sont ceux aussi qui sont gagnés. Reste le roi lui-même. Et c'est alors que survient une affaire absolument lamentable, malencontreuse, la fameuse affaire des placards. Cette affaire des placards, c'est tout simplement qu'un beau jour, ou plus exactement une belle nuit, quelques individus dont on n'a jamais réussi à identifier exactement l'origine, il y a toutes sortes d'hypothèses là-dessus, mais aucune n'est convaincante. En tout cas, des individus pas très malins pénètrent dans le château de Blois et viennent clouer sur les portes de la chambre du roi les fameux placards, qui sont une dénonciation d'une violence inouïe de la messe. Avec des accusations, des injures, un langage extrêmement violent, extrêmement violent. D'ailleurs, ce langage violent contraste étrangement avec le fond du problème, car le fond du problème, c'est la messe, tout simplement. Il n'est pas fait mention des autres problèmes qui, à la limite, seraient presque encore plus épineux que cette question de la messe.
Mais tout est cristallisé, tout est focalisé sur la messe. François Ier se sent agressé, je dirais avec raison, n'est-ce pas? Et il réagit très mal, très très mal à cette affaire des placards. Tant et si bien que François Ier, à la suite de cette affaire-là, va basculer dans le camp catholique, à fond. Et ainsi, des années d'efforts, faits par Calvin, par Marguerite, par des hommes sages et pondérés qui étaient en France, vont se trouver anéantis en une nuit par des gens qui ne réfléchissent pas, quoi. En même temps, c'est une leçon, il faut montrer que, comme dit la parole de Dieu, un seul pécheur peut amener de très très grands maux, comme dit l'Ecclésiaste. Hein. Oui, et ça, c'est ce qui s'est produit à cette fameuse affaire des placards. Pourtant, les tractations avec Mélenchon continuent. Et il faut toute l'opposition de Calvin pour que finalement Luther et le prince de Hesse somment Mélenchon de rester, lui interdisent de venir. C'est en même temps que Clément VII meurt, lui succède Paul III. Il faut dire que ce Clément VII est père d'une nombreuse famille. Lui succède ce fameux Paul III, qui lui est âgé de 77 ans, c'est tout dire, et lui promet un concile. Les papes de cette époque-là ont une peur bleue du concile. Le concile, quand on lâche le mot devant eux, ils entrent en transe. Ils se souviennent des conciles de Bâle, de Constance du siècle précédent, et pour eux, c'est terrible, terrible. Donc pas question de concile, mais là, le nouveau pape propose un concile. Entre-temps, quelques temps plus tard, François Ier décède, lui succède son fils, Henri II, jeune dauphin, âgé de 18 ans. Et pour son malheur, ce jeune dauphin a pour maîtresse Diane de Poitiers, qui avait d'ailleurs été la maîtresse de son père, entre parenthèses. Une belle carrière, que c'est la carrière de cette espèce de prostituée de haut vol, qui peut devenir la maîtresse à la fois du père et du fils, peut-être même en même temps d'ailleurs, et qui elle est une catholique fanatique, et qui va influencer le jeune roi dans le sens qui avait été hélas pris par son père peu de temps avant sa mort, au moment de cette affaire des placards. Devant le désistement de Mélenchon, le parti qui en France serait pour une réforme, qui existe encore, fait appel à Martin Bucer, qui est lui donc à Strasbourg, pour essayer justement de faire ce qu'ils avaient attendu de la part de Mélenchon, c'est-à-dire revoir la doctrine de l'Église catholique, donc introduire la doctrine réformée dans l'Église catholique tout en gardant le pape et le gouvernement romain. Là, cette fois-ci, c'est le parti catholique animé par Diane de Poitiers qui refuse le compromis et qui intrigue et manœuvre pour empêcher et la venue de Bucer et l'éventuelle venue dont on parle encore de Mélenchon. L'électeur de Saxe, avec l'appui de Luther, va aussi freiner à fond ces tractations par crainte justement des compromis. Et par conséquent, dans ces années 30, la fin des années 30, on peut dire que la situation en France, c'est la fin de l'apogée, c'est la fin de la progression du mouvement protestant en France. Nous allons maintenant assister, à partir de l'affaire des placards, à une stagnation, un espèce de tassement de la réforme en France, puis ensuite, il y aura troisième étape qui sera la guerre de religion elle-même. Ça, nous aurons l'occasion d'y revenir plus tard. Pour l'heure, nous suivons Calvin et nous allons suivre par Calvin les progrès de la réforme à Genève. Nous avons vu que Genève s'était débarrassée de son prince évêque, qui était l'agent de la maison de Savoie, et Genève s'était érigée en république en demandant son rattachement à la Confédération helvétique.
Mais les Savoyards n'ont pas dit leur dernier mot. Et à la fin des années 20, il y a des velléités de retour de l'évêque à Genève. Lorsque l'on apprend que l'évêque se dispose de revenir à Genève, Genève s'arme pour s'opposer par les armes au retour de cet évêque bien-aimé. Et c'est dans ces années-là, l'année 1526, qu'a lieu la première prédication de l'Évangile à Genève par un ami de Zwingli, qui est venu de Zurich. Cette même année où Charles Quint s'empare de Rome et saccage la ville ainsi que nous l'avons vu. Les protestants, évidemment, voient dans ce sac de Rome par Charles Quint un châtiment de Dieu contre la grande prostituée, contre la papauté apostate. Et hélas, cette dissension entre le pape et l'empereur ne dure pas longtemps. Et lorsque les choses entrent dans l'ordre, et que les protestants se sont réjouis un peu trop vite, l'évêque Pierre de Baume revient en catimini à Genève. Et il compte sur l'appui de la Maison de Savoie pour s'emparer du pouvoir. Lorsque les Genevois apprennent que l'évêque Pierre de Baume est revenu à Genève, c'est l'émeute. Alors, l'évêque, qui a des méthodes très expéditives, assez peu évangéliques, comme on va le voir, envoie ses sbires et ils enlèvent une jeune fille, la première personne qui leur tombe sous la main. Et puis, ils déclarent que cette jeune fille sera otage et que si on n'accepte pas l'avenue de l'évêque, elle sera massacrée. Bon. Alors, les parents de la jeune fille ameutent immédiatement toute la population de Genève qui se rassemble comme un seul homme devant le palais de l'évêque et somme l'évêque de libérer la jeune fille. Bon, l'évêque dit qu'il va la massacrer si on avance d'1 centimètre. Bref, les Genevois ne se laissent pas intimider. Finalement, c'est l'évêque qui cède. Il essaye d'enlever la jeune fille en la faisant partir de nuit. Hélas, le convoi est repéré. Des bourgeois de Genève attaquent le convoi, libèrent la jeune fille, et l'évêque n'a plus qu'à se sauver à toutes jambes pour éviter un mauvais sort. D'autant plus que devant ce traitement absolument ignoble de la part d'un évêque, les bourgeois de Genève étaient prêts à faire à l'évêque à dire d'une manière très musclée ce qu'il pensait de ces procédés-là. Donc, l'évêque s'enfuit, et le 2 août 1527, l'excommunication est lancée sur Genève par le pape à la demande de l'évêque. Et à partir de là, les événements se précipitent. Genève va donc basculer à fond dans la réforme. Le 7 janvier 1528 a lieu une disputation. Et le thème de la disputation n'est pas très spirituel, il faut dire. A-t-on ou non le droit de manger de la viande pour le carême ? Bon, c'est quand même un peu, c'est étrange. Enfin, c'est comme ça que débute la réforme à Genève. Finalement, des envoyés de Zurich arrivent à convaincre théologiquement qu'effectivement, on peut manger de la viande le jour du carême. Et quand vient donc le début du carême, nous sommes le 7 janvier, donc quelque temps après commence le carême, ostensiblement, les bourgeois de Genève mangent de la viande pendant le carême. C'est pour eux un acte révolutionnaire. L'année suivante, à peu près à la même époque, les catholiques, le parti catholique pro-savoyard réagit. Pendant l'année, s'est créé un ordre de chevalerie assez particulier, s'appelle les chevaliers de la cuillère. Ce sont des chevaliers qui habitent les châteaux voisins autour de Genève et qui, depuis ces châteaux, font des expéditions, pillent, massacrent les Genevois qui sont attardés un petit peu dans les environs. Et le 24 janvier 1529, les chevaliers de la cuillère tentent de s'emparer de Genève par trahison. C'est un échec total. Ils sont repérés avant d'avoir réussi à escalader les murailles de Genève et ils sont amenés à battre retraite honteusement, non sans avoir néanmoins réussi à s'emparer d'un des grands
notables, des principaux notables de Genève, un certain Bonivard, lequel Bonivard va être enfermé malgré le fait qu'on donne la chasse, on essaie de poursuivre les ravisseurs de ce Bonivard, mais ils sont plus rapides que plutôt les ravisseurs sont plus rapides que ceux qui voulaient délivrer le malheureux, et Bonivard va se trouver enfermé dans les caves fétides du château de Chillon. Tu te souviens qu'on a visité ces fameuses caves quand on était là-bas, à côté de Vevey, où il va rester le malheureux pendant 7 ans, complètement isolé de tout, sans savoir ce qui se passe, dans une crasse épouvantable, dans des conditions absolument inhumaines. En automne 1530, alors, devant l'échec des chevaliers de la Cuillère, le duc de Savoie lui-même marche en personne contre Genève pour récupérer la ville. Genève, à cette époque-là, n'est pas encore passée à la réforme, elle a simplement retrouvé sa liberté politique. Et devant la disproportion des forces, évidemment, les Savoyards doivent l'emporter. Et en effet, l'assaut est donné donc un beau soir d'automne, lorsque, brusquement, en pleine nuit, au moment où les Savoyards allaient véritablement pénétrer dans Genève, quelque chose qu'on n'a jamais expliqué jusqu'à aujourd'hui, historiquement, on ne sait pas ce qui se passe, les Savoyards battent en retraite, ils ne donnent pas suite à leur avantage et c'est un véritable miracle. La population genevoise considère que c'est un miracle de Dieu. Est-ce que Dieu a fait entendre un bruit? Enfin bref, toujours est-il que l'attaque savoyarde échoue lamentablement sans qu'un coup de feu soit tiré du côté des Genevois. Et c'est alors que le 15 octobre de la même année 1530, le Grand Conseil de Genève décide d'abolir le culte catholique. Et le 11 octobre, le premier culte évangélique est célébré dans la cathédrale Saint-Pierre, anciennement consacré au culte catholique et qui maintenant donc va être consacré au culte réformé. C'est intéressant de noter que les catholiques de Genève maintenant sont en train de revendiquer cette cathédrale-là. Il manque pas d'air, cela. Et pour faire bonne mesure, les Genevois, délivrés maintenant des Savoyards, vont régler les comptes avec les fameux chevaliers de la Cuillère, et ils attaquent les uns après les autres les châteaux d'où ces messieurs partaient, et ils pillent ce qui les avait pillés, et ils ravagent ces châteaux pour qu'on ne vienne plus les embêter. Et c'est alors que la nouvelle de la réforme de Genève parvient aux oreilles de Farel, qui se trouve à Neuchâtel, et qui décide d'envoyer un de ses adjoints, qui se nomme Pierre Toussaint, pour poursuivre l'œuvre qui est commencée à Genève, car Genève n'a pas de pasteur digne de ce nom encore. Mais Pierre Toussaint hésite et finalement refuse, il a peur de ce nouveau poste, et ce d'autant qu'en octobre 1531, nous l'avons vu, a lieu la fameuse défaite de Cappel, au cours de laquelle les Uriquois sont défaits et Zwingli est tué, en sorte que les Suisses décident de rompre l'alliance politique avec Genève. Genève était en tractation avec la Confédération pour entrer dans la Confédération, et la défaite de Cappel remet tout en question parce que les cantons catholiques s'opposent donc à l'intégration de Genève au sein de la Confédération helvétique. Devant l'échec de Toussaint, qui n'a pas voulu venir, Farel décide de venir en personne prêcher la réforme à Genève. Et en 1552, il arrive lui-même, il quitte Neuchâtel et vient à Genève comme maître d'école, comme quand il avait commencé donc ses premières activités en Suisse. C'est cette même année que le pape proclame un jubilé universel avec donc un vent d'indulgence sur une très très grande échelle. Ça n'arrange pas trop les affaires de l'Église catholique, car forcément ça porte de l'eau au moulin des réformateurs qui ne se font pas faute de dénoncer haut et fort ce honteux trafic des indulgences. C'est ainsi que Farel va commencer son ministère. Très vite, il est débordé par le travail et il invite avec lui son ami Viré à le rejoindre, cet ancien prêtre catholique qui s'était converti, et tous les deux donc vont travailler à Genève. Mais à Genève, il y a encore des ennemis de la réforme, et notamment dans cette même année 1532, les catholiques fomentent un complot contre Farel pour le tuer. Mais Farel a été averti à temps et les Huguenots prennent les armes pour protéger les réformateurs.
Après Viré arrive un troisième camarade de Farel pour l'assister dans son travail spirituel. Il se nomme Froment. Et ils vont prêcher l'Évangile avec une grande vigueur pendant plusieurs mois pour amener les Genevois, qui sont des gens qui étaient acquis à l'idée de la liberté politique, mais sur le plan religieux, ils étaient très très légers, de mœurs très légères, et la réforme était plutôt pour eux quelque chose de négatif que de positif. C'était une protestation à la fois religieuse et politique, politique contre le duc de Savoie, religieuse contre le catholicisme, mais quand ils se rendent compte des exigences de l'Évangile, ils renaclent pas mal. Et les réformateurs ont du mal, ils doivent faire face à un deuxième complot, au cours duquel deux huguenots, les huguenots, souvenez-vous, ce qu'on avait dit, c'est pas une connotation religieuse au départ, c'est politique. Deux huguenots sont assassinés, on découvre les coupables qui sont exécutés, et devant cette situation, la réforme, à cette fois-ci, va encore gagner du terrain. Le fait que le complot ait été déjoué donne d'autant plus d'audace à ceux qui sont partisans de la réforme. Et en 1534, on abat les images, les statues qui se trouvent dans les églises de Genève. Mais hélas, en août 1535, l'opposition est encore très vive à Genève. Et c'est ainsi que ce même mois, un certain Godet, qui est un protestant, qui est un ancien chevalier de Rhodes, prédicant, est arrêté, accusé, condamné à mort et brûlé à petit feu. D'une manière particulièrement horrible, son agonie va durer 2 jours. Et pendant ce supplice abominable, cet homme ne cessera pas de confesser Jésus-Christ, d'exhorter la foule qui assiste à son supplice. Et comme le disaient les premiers chrétiens, le sang des martyrs est la semence de l'Église. Ce courage extraordinaire de cet homme dans ses souffrances va convaincre une multitude de Genevois du bien fondé de la réforme, et ceux qui avaient pensé ainsi arrêter le mouvement vont provoquer exactement l'inverse de ce qu'ils attendaient, savoir l'expansion du mouvement. Donc, nouvel échec. Alors, on emploie une nouvelle méthode, on soudoie une empoisonneuse pour empoisonner les réformateurs. Elle se fait embaucher par Farel comme femme de chambre, et puis elle mélange dans la tambouille des réformateurs des poisons de sa composition raffinés. Bon. Et heureusement pour les réformateurs, la dose était assez mal calculée. Finalement, c'est seulement Viré qui boit ou qui mange de la cuisine empoisonnée, et avant que les deux autres aient mangé, l'empoisonneuse, quand elle voit Viré qui commence à manger les premières bouchées, elle est prise de remords et elle dit arrêtez, j'ai empoisonné tout ça. Enfin, elle confesse son crime, quoi. Ça n'empêchera pas d'être décapité à la suite de ça. Quant à Viré, bien, il tombe malade. Il est quelques jours entre la vie et la mort pour avoir mangé cette cuisine, puis finalement, il en réchappe par la grâce de Dieu. Devant cette nouvelle attaque sournoise, le supérieur des franciscains de Genève se convertit. Et c'est alors que, pour en finir définitivement, on décide, le Grand Conseil de Genève décide une grande disputation, le 19 novembre, qui doit avoir lieu le 19 novembre 1535, où le thème de la disputation ne sera plus savoir si on peut manger ou non de la viande, le carême, mais les 5 points de la réforme. La disputation la disputation a été décidée le 19 novembre, elle a lieu le 30 mai de l'année suivante. Et elle se termine par la victoire totale du parti réformé, et le Grand Conseil décide donc l'abolition du culte catholique sur toute l'étendue du territoire de Genève. C'est ainsi qu'on pratiquait à cette époque-là. L'idée de la tolérance n'était pas tellement répandue, ni chez les uns ni chez les autres. Et le principe était que cuius regio, cuius religio, ça veut dire la religion du prince et la religion du peuple. À partir du moment où le prince avait pris une position dans un certain sens, eh bien ceux qui étaient d'une opinion contraire n'avaient qu'à prendre leur basque et puis aller chercher ailleurs quelque chose qui leur convenait mieux.
Devant cette splendide victoire de la Réforme, c'est la joie parmi le parti évidemment réformé. Et ce qui est tout à fait positif en même temps, ce qui vient fortifier ces gens-là dans l'esprit que Dieu est avec eux, c'est que le 4 juin de la même année, Olivetan, qui est un parent de Calvin, nous l'avons vu, publie à Genève la première Bible française. Et la Bible d'Olivetan, qui est un véritable chef-d'œuvre, sera la Bible du protestantisme français pratiquement jusqu'au XIXe siècle, jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par la version seconde. Bien entendu, elle sera révisée plusieurs fois, mais grosso modo, elle restera la Bible du protestantisme français. Comme résultat de la disputation, les réformateurs demandent le droit de prêcher librement, et notamment de prêcher à Saint-Pierre. Bon, il y a une certaine hésitation du Conseil. Finalement, l'autorisation est donnée à Farel de prêcher dans la cathédrale Saint-Pierre. Le 9 août, alors, la consécration de toutes les églises de Genève est décidée pour le culte réformé, et tout ce qui restait comme image, qui avait échappé aux précédentes manœuvres iconoclastes, n'y échappe pas cette fois-ci. On profane les hosties, et alors on découvre, alors parmi les reliques notamment, toutes sortes de choses tout à fait étranges, des fausses reliques, des os d'animaux à la place des os des soi-disant saints, enfin toutes sortes de choses comme ça. Je crois qu'il y a même la corde de Judas dans un certain endroit qui s'est avéré être une queue de vache, une histoire comme ça, enfin une histoire complètement loufoque qui a complètement discrédité le culte des images à Genève, et toutes ces soi-disant reliques ont été exhibées en grande pompe dans la ville de Genève, manifestant les fraudes du clergé. Le 20 août, donc, la messe est définitivement supprimée sur le territoire de la République de Genève, et le 10 août devient une fête annuelle de l'instauration de la Réforme à Genève, qui est d'ailleurs fêtée jusqu'à aujourd'hui. Les catholiques n'ont plus qu'à s'enfuir, ce qu'ils font. Ils se réfugient chez le duc de Savoie en se plaignant amèrement de ce qui est arrivé à Genève, et le sang du duc de Savoie ne fait qu'un tour à l'issue de ces tristes nouvelles, et il décide d'aller attaquer Genève pour la faire entrer dans le droit chemin. Bon, seulement, une guerre, ça coûte cher, et quand on apprend que le duc de Savoie marche sur Genève, eh bien, il faut s'armer à Genève. Et alors, le Grand Conseil décide qu'on va financer la guerre, puisque c'est une guerre en quelque sorte de religion, on va financer la guerre en confisquant tous les biens du clergé. Ainsi en est-il, et on nomme un chef des armées genevoises, qui est un certain de Maisonneuve, lequel devient capitaine à la tête d'une formidable armée de 400 hommes. Bon, et effectivement, il a besoin de la grâce de Dieu, car en octobre de la même année, les armées du duc de Savoie, infiniment plus nombreuses, marchent sur Genève. À l'annonce de la progression de l'armée savoyarde, Maisonneuve décide de ne pas attendre l'armée ennemie dans la place, mais d'aller au-devant de cette dernière, et il se met en route le long du lac. Le 11 et 12 octobre a lieu la fameuse bataille de Gingin, qui a lieu au lieu-dit du même endroit, du même nom, n'est-ce pas, Gingin, non loin de Genève, justement. Maisonneuve, se rendant compte de la disproportion des forces en présence, a envoyé des messagers à Neuchâtel pour demander à la République de Neuchâtel de lui envoyer des renforts et de venir au secours de Genève. Hélas, Maisonneuve ne sait pas qu'en fait il a été trahi. Il a demandé les services d'un guide pour amener ses armées, et le guide, en fin de compte, les conduit à Saint-Sergue, n'est-ce pas, là où se trouve notre sœur Malinguia. Et c'est quand on est à Saint-Sergue, où il est fait poireauter un certain temps, le temps justement aux armées savoyardes de se concentrer, que soudain on se rend compte que ces deux guides-là sont en fait deux traîtres. Et bon, évidemment, on leur règle rapidement leur compte. Dans ces temps-là, on ne fait pas tellement de sentiments, surtout quand on est en état de guerre comme ça. Et puis, très vite,
comprenant qu'ils vont être attaqués sur Saint-Sergue, les troupes genevoises descendent de maximum le plus rapidement possible en direction du lac pour tenter de bloquer l'avance des Savoyards. Il y a une branche savoyarde qui vient les attaquer par derrière par Genève et puis une autre qui progresse le long du lac en direction de Genève même. Et voilà qu'au moment où ils sont à Nyon, en bas, juste ils ont le temps de descendre de la montagne, ils se reposent à Nyon quand soudain ils sont attaqués par surprise par les troupes savoyardes. Et c'est alors que quelque chose de tout à fait prodigieux se produit. Les troupes savoyardes vont tenter plusieurs assauts frontaux contre ces gens qui sont surpris mais qui se ressaisissent vite, qui saisissent leurs armes. La première attaque savoyarde est fauchée net par la mitraille des Genevois, les Savoyards refluent en désordre, et pendant toute la journée du 11, n'est-ce pas, plusieurs assauts des Savoyards vont venir se briser sur le roc inébranlable des 400 hommes de Maisonneuve. Ce sont des actes de bravoure extraordinaires qui sont faits ce jour-là et qui décident de la victoire des Genevois. Devant l'échec, les Savoyards s'enferment dans le fameux château de Nyon, qu'on voit encore aujourd'hui, qui est une des curiosités de l'endroit, je ne sais pas si tu t'en souviens. Et quant aux Suisses, ils se réfugient dans les murailles de la ville elle-même, où ils sont assiégés. Et c'est alors que les Savoyards reçoivent l'appui de 2000 hommes, avec 8 canons qui viennent pour essayer de libérer ceux qui sont assiégés dans le château de Nyon. Finalement, les Genevois sont amenés, quand ils apprennent cette arrivée des renforts, à se rendre compte qu'ils ne vont pas tenir le choc. Ils se replient en bon ordre et ils s'enferment dans la place de Genève où ils font appel à François Ier pour demander à François Ier de venir les libérer. Les Savoyards ont donc tout le temps de venir mettre leur siège devant Genève et l'assaut de Genève a lieu le 3 janvier 1536. À nouveau, la petite armée genevoise parvient à bloquer l'assaut des formidables armées savoyardes. Dans le même temps, quand on apprend que Genève est attaquée, les cantons suisses acceptent d'envoyer des renforts à Genève. Et quelques jours après, les Suisses arrivent à Versoix, c'est-à-dire une petite ville qui est juste après Genève sur le lac. Et finalement, devant à la fois l'échec de leurs assauts, plus l'arrivée des Suisses qui le prennent par derrière, les Savoyards lèvent le siège, Genève est sauvée. Genève est sauvée, on peut dire véritablement miraculeusement. À la fin de l'année, les Savoyards ont quitté le territoire suisse et les Genevois peuvent à nouveau essayer de détruire les châteaux des brigands, mais ils épargnent les habitants, ils agissent de manière évangélique dans ce domaine-là. Par contre, ils libèrent le fameux Bonivard qui croupissait toujours dans son donjon du château de Chillon, là-bas, qui ignorait tout ce qui se passait, et qui est tout étonné un beau matin de voir arriver des gens qui viennent non pas pour l'exécuter, s'attendait à, quand on entend les bruits de pas, de portes, de bruits d'armes, etc., et ça, que sa dernière heure était venue, puis on lui annonce qu'il est libre, il tombe à genoux, il remercie Dieu, et, il se met à chanter les psaumes, il est porté en triomphe jusqu'à Genève, sale, crasseux, avec une barbe hirsute, etc., personne ne le reconnaît là-bas quand il arrive à Genève. Et puis finalement, c'est un jour de joie extraordinaire quand on voit revenir ce malheureux Bonivard. Et c'est alors que les communes voisines, justement, de Genève, Versoix, Gingin et toutes ces communes qui ont été ainsi impliquées dans cette guerre, se rallient à la Réforme. Farel est invité à venir y prêcher l'Évangile, ce qu'il ne va pas se faire faute de faire. Et c'est alors que la République genevoise demande à Farel de poser les principes de sa nouvelle constitution, si j'ose dire, principes qui doivent être basés sur l'Évangile. Finalement, après avoir longuement prié et réfléchi, Farel émet ce qu'il pense être le principe de la constitution chrétienne, entre guillemets, à savoir que si un homme a la foi, il est véritable enfant de Dieu,
Et par conséquent, il va faire spontanément ce qui est juste, ce qui est bien. Mais qu'on ne peut pas s'attendre à ce que tous les hommes soient de véritables enfants de Dieu. Ceux qui n'ont pas la foi véritable ne sont pas des enfants de Dieu, donc sont des enfants du diable. Et si on doit les laisser libres quant à leur conscience, sur le plan de la conduite, il faut les contraindre. Et par conséquent, il est normal qu'il y ait une police, il est normal qu'il y ait des tribunaux, il est normal qu'il y ait toutes ces choses-là pour contraindre les récalcitrants, ceux qui ne sont pas d'authentiques ni de véritables chrétiens. Et c'est alors que Genève édicte sa constitution par laquelle elle adopte officiellement la réforme. Devant ce succès extraordinaire, les réformateurs ont des champs d'action nouveaux qui s'ouvrent devant eux. Froment va se rendre à Aigle, de l'autre côté du lac, aux frontières avec le Valais. Viré retourne à Neuchâtel, qui avait été un peu délaissé depuis le départ de Farel. Farel, seul, reste à Genève. Et c'est cette même année que Calvin va être amené à lui aussi venir à Genève. En effet, Calvin, à la suite de l'affaire des placards, est devenu suspect en France et il décide de prendre un peu le large. Il se rend d'abord à Poitiers, où pendant tout un temps, il va discuter avec les bourgeois de Poitiers, qui sont ouverts à la réforme, notamment avec le sire Jean Beauce, qui a un hôtel particulier dans lequel se rassemblent ceux qui sont intéressés par la prédication de Calvin. Puis, quand l'hôtel Jean Beauce devient suspect et qu'on ne peut plus faire ouvertement les réunions, Calvin rassemble son monde dans une grotte, les environs de Poitiers, qu'on appelle pour cette raison grotte de Calvin jusqu'à aujourd'hui, dans laquelle il prêche l'évangile. Puis finalement, au bout d'un temps, les bourgeois de Poitiers décident d'embrasser la réforme d'une manière officielle. Et Calvin rassemble donc ces gens un soir dans la fameuse grotte de Saint-Benoît. Et là, pour la première fois, il donne la Sainte Seine sous les deux espèces. Ce faisant, il rompt avec Rome. En même temps, il fait ses adieux aux bourgeois de Poitiers parce qu'il sait qu'il va être dénoncé immédiatement et puis qu'il va être poursuivi. Il sait que pour avoir fait ça, ce crime abominable de donner la Sainte Seine sous les deux espèces, il n'a plus qu'à sortir de France. Et Calvin décide de s'enfuir de France, de se rendre à Ferrare, chez René de France. Il prend d'ailleurs pour cela un faux nom. Il restera d'ailleurs en relation avec René de France toute sa vie. Alors René de France, finalement, n'est pas la fille de François Ier, dixit Philippe, mais la fille de Louis XII, son père. Et bon, elle a été mariée peu de temps avant avec un descendant des Borgia, un des nombreux bâtards de Lucrèce, qui est duc de Ferrare. La pauvre femme, je ne pense pas qu'elle a dû avoir une vie conjugale des plus épanouies, des plus heureuses avec ce triste personnage-là. Mais en tout cas, c'était une femme qui était très ouverte à la réforme, très amie de Marguerite de Valois, et qui a donc accueilli à la cour de son mari, donc Calvin et bien d'autres réformateurs d'ailleurs. Et quand Calvin arrive à la cour de Ferrare, à la cour de René, cette dernière en fait son chapelain personnel et elle lui demande de prêcher l'évangile dans sa chapelle privée. Il faut dire qu'autour de René, il y a une nombreuse colonie française et Calvin prêche en français donc à tous ces gens qui sont là. Bientôt d'ailleurs, des Italiens se joignent aux prédications de Calvin, dont le duc de Soubise qui se convertit, et c'est le début en quelque sorte de la réforme en Italie, dans cette région en particulier. C'est l'époque où Calvin vient d'écrire l'institution, son œuvre, en fait de commencer à écrire l'institution chrétienne, son œuvre monumentale, dans laquelle il explique ce qu'est sa théologie, qu'il fait œuvre de docteur. Luther avait été un prophète et Calvin, lui, est un docteur. C'était véritablement le docteur selon Éphésiens 4. C'est aussi l'époque, cette même année, que l'évêque d'Orléans, ami de Calvin, meurt, Pierre d'Albret. Il est remplacé par Roussel. Calvin, qui vient d'avoir 27 ans, lui écrit pour l'exhorter à se tourner vers les principes de la réforme. Hélas, le mari de René, évidemment, en digne fils de sa digne mère,
Lucrèce Borgia, est un catholique fanatique, c'est le moins qu'il puisse faire, et pas tellement pour des raisons d'ailleurs religieuses dont il se soucie assez peu, mais il craint le pape. Et finalement, un beau jour, il en a assez de la manière dont sa femme se comporte vis-à-vis des protestants, et il lui signifie que c'est terminé désormais, qu'il met tous les Français et les protestants dehors, n'est-ce pas, de ces États, et que ce sont des hérétiques, et qu'il ne supportera plus davantage que l'on fasse des prédications hérétiques dans ces États. Il veut d'ailleurs faire arrêter Calvin et le faire mettre à mort, ainsi que Clément Marot, qui a rejoint Calvin d'ailleurs à la cour de René. Calvin est emprisonné, et puis finalement, René parvient à supplier son mari et le convaincre de libérer Calvin. Donc, Calvin parvient à s'enfuir, mais le duc promet au pape qu'il va tenir sa femme bien serrée, à l'étroit, pour qu'elle ne fasse plus de choses qui soient contraires à la sainte religion catholique, et il tiendra parole. La pauvre Renée sera dans une espèce de le reste de son existence pratiquement en prison, sera plus du tout libre de ses faits et gestes, mais malgré tout elle restera fidèle à l'Évangile jusqu'à sa mort. Notamment, elle entretiendra jusqu'à sa mort une correspondance suivie avec Calvin, et montrant un courage dans ses convictions sans faille, malgré la persécution de son mari. Il y a quelques parmi la noblesse européenne qui on ne pouvait pas les mettre à mort ou les emprisonner parce que c'était des nobles et qu'elles n'avaient quand même pas fait des choses terribles, mais qui seront dans des situations où on verra par exemple en Espagne aussi la fille d'Isabelle, fameuse Isabelle dite la catholique, qu'on a failli canoniser, n'est-ce pas, qui va tenir sa fille qui était passée à la Réforme dans des conditions terribles, dans une véritable emprisonnement toute sa vie, la faisant passer pour folle, ce qu'elle n'était pas d'ailleurs. On la connaît d'ailleurs dans l'histoire, sous le sobriquet de Jeanne la Folle. On la faisait passer pour folle, sa mère l'avait fait passer pour folle. Sa seule folie, c'est qu'elle était protestante, qui était acquise aux idées de la Réforme. Bon, elle sera tellement persécutée, la pauvre femme, qu'à la fin de sa vie, vers les 70 ans, elle perdra un peu la tête quand même, ça c'est vrai, mais il faudra attendre cet âge-là pour qu'elle perde la tête. Jusqu'alors, elle l'avait bien sur les épaules. Donc, Calvin quitte Ferrare, puis de là, il se rend à Modène et à Aosta, où il va rejoindre les Vaudois et la région du Piémont là-bas. D'Aoste, n'est-ce pas, sera une région qui sera marquée jusqu'à la Réforme, pas la Réforme jusqu'à nos jours d'ailleurs. Quand on était avec lui, qu'on a été reçu là-bas par des frères qui étaient les héritiers en quelque sorte de cette évangélisation dans laquelle aussi Calvin avait pris part. Le 21 février 1536, Calvin prêche à Aosta. Il est suspect, il est dénoncé, il doit fuir précipitamment. Il se rend à Bâle, de là à Strasbourg, puis il revient dans sa patrie à Noyon. De là, il ne sait seulement ce qu'il va faire. Il n'a pas de projet bien précis. Son rêve, comme il le dit lui-même, il est d'un naturel plutôt timide, renfermé. Son rêve, ce serait de se consacrer à l'étude de la parole de Dieu, de publier, d'écrire, voilà. C'est toute son ambition. Et alors, c'est pourquoi il décide de revenir à Bâle, de s'installer, de se fixer à Bâle, et là d'étudier, d'enseigner, d'écrire. C'est tout. Voilà. Aucune ambition. Le Seigneur va en décider autrement. En effet, à cette époque-là, la guerre fait rage en Champagne, et par conséquent, il ne peut pas traverser la Champagne pour se rendre à Bâle. Il est obligé de faire un grand détour pour éviter la région des combats. Et c'est ainsi qu'il décide de faire un détour par Genève. Le hasard, le plus grand des hasards. En fait, ce n'est pas le hasard, c'est la main de Dieu. Il arrive donc en juillet 1936 à Genève. Il a l'intention de ne passer qu'une seule nuit à Genève et de poursuivre dès le lendemain
son voyage en direction de Bâle. Il va y rester le reste de sa vie. Ne sait pas que le Seigneur en a décidé autrement. Il débarque donc ce soir de juillet de la diligence qui l'amène là-bas. Il est accompagné de son frère et de sa sœur, ils sont 3. Et puis il descend dans une auberge dont le patron est protestant, c'est un certain Duthier. Et quand il décline son identité au patron de l'auberge, lève les bras au ciel, c'est le Seigneur qui vous envoie, c'est pas possible, etc. Et tout de suite il fait avertir Farel, Calvin vient d'arriver à Genève. Calvin est déjà, bien que jeune, il a 27 ans à cette époque-là, 27-28 ans, il est déjà connu, il est déjà célèbre. Et Farel, lui, a lu l'institution chrétienne, il a été emballé, il a été absolument enthousiasmé par l'institution chrétienne. Farel, nous l'avons vu tout seul, ses 2 amis l'ont quitté pour aller dans d'autres champs de mission, et il s'essouffle un peu, il n'est pas encore très vieux, mais enfin, il n'est plus non plus de prime jeunesse. Et soudain, voir arriver ce jeune homme plein d'avenir, plein de talent, plein de foi, il dit, ça c'est un envoyé de Dieu, c'est Dieu qui me l'envoie pour faire ici une œuvre. Farel prend son manteau, il se précipite à l'hôtel où est arrivé Calvin, et il lui dit, voilà, vous êtes l'envoyé de Dieu. Il dit, j'ai prié pour que le Seigneur m'envoie quelqu'un pour me seconder, et puis juste quand j'ai fait cette prière, vous êtes arrivé, c'est le Seigneur qui vous envoie. Restez avec moi. Et Calvin décline, dit non, j'ai d'autres projets, je pars dès demain sur Bâle, je ne me sens pas appelé à une œuvre aussi formidable que celle-là. Et Farel lui, ne vous rendez pas compte que tout est à faire ici, Genève vient de passer à la réforme, Genève et tous les environs, nous avons un champ formidable d'action, et je ne peux pas suffire à la tâche, je vais me tuer, etc. J'ai besoin de vous, Seigneur qui vous envoie. Il discute avec lui, et pied à pied pendant une partie de la nuit. Calvin ne veut rien entendre, non, il dit, moi je suis pas fait pour ça, je vais à Bâle, je vais étudier, je vais écrire, c'est tout ce que je veux faire. Alors Farel se met en colère, dit, tu es comme Jonas, mon gars, tu fuis la vocation que le Seigneur, à laquelle le Seigneur t'appelle, je te dis de la part du Seigneur que tu dois rester là. Alors, finalement, Calvin capitule. Il dit, d'accord, je reste. Il dit simplement, je fais juste un aller-retour à Bâle, il avait quelque chose à faire là-bas, mais il promet de revenir. Et c'est cette fameuse nuit mémorable de juillet 1536 est un tournant important de la Réforme, l'histoire de la Réforme, car au moment même où la Réforme est stoppée en Allemagne, avec la guerre des paysans, comme nous l'avons vu, eh bien, un nouveau centre va éclater. On ne serait pas du tout attendu à ça. Genève, cette ville libertine, cette ville légère, n'est-ce pas, va devenir le foyer de la Réforme. Et là, Calvin va poursuivre l'œuvre qui a été commencée par Luther. Il va structurer le mouvement de la Réforme. La Réforme qui était venue comme ça, d'une manière plus ou moins anarchique, n'est-ce pas, spontanée, dans l'effervescence du Saint-Esprit, comme c'est toujours dans les réveils. Vient un deuxième temps où il faut maintenant les docteurs. Après les prophètes viennent les docteurs. Il faut structurer le mouvement. Et notamment, il faut définir son ecclésiologie, ce que Luther a été incapable de faire. Mélenchon non plus. Mélenchon était dangereux, nous l'avons vu. Eh bien maintenant, le Seigneur suscite le grand docteur de la Réforme. Le grand docteur de la Réforme que va être Calvin. Bon, ça aurait pu être la France, s'il n'y avait pas eu cette affaire des placards. Ça aurait été même normal que ça c'eût été la France. Mais là, il y a eu des erreurs de fait. Et alors, il a fallu que ce soit, comment dirais-je, la France sans être la France, quoi. Genève, c'était à côté de la France, c'était plus la France. Il y avait cette liberté que la situation en France interdisait, n'est-ce pas? Et là, nous allons maintenant avoir la deuxième partie de la réforme humaniste. À la fois humaniste et aussi, c'est un point malheureusement qui pour nous est contestable publiquement, elle va être aussi multitudiniste. C'est-à-dire que le tort de Calvin, quelque grand qu'il ait été, il est un homme bien sûr, comme tous les hommes, et comme tous les hommes, il a ses failles. Et il va avoir tendance à confondre l'État et puis l'Église. Bien qu'ils s'en défendent. Mais dans les faits, ce sera. Et Calvin ne va pas rompre avec le système constantinien. Il va, je dirais même,
le confirmer. Et voilà donc, si vous voulez, ce tournant important. Après toutes ces vicissitudes, Calvin atterrit à Genève. Et entre Farel et Calvin, je dirais le jeune et l'ancien, hein, Élie Élysée, si j'ose dire, c'est un peu ça. Une collaboration extrêmement fructueuse va commencer pendant des années. Des années au cours desquelles eh bien, les fondements de la réforme vont être posés solidement. Hein. Calvin pouvait dire comme Paul, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Et Calvin, pendant toutes ces années, ne sera pas un grand apôtre comme Luther, il ne va pas entreprendre des campagnes d'évangélisation formidables à droite, à gauche, même pas comme Farel, ni comme Viret, ni même Froment. Ce n'est pas un évangéliste. Mais il va poser les structures, il va poser le fondement. Et d'autres pourront construire dessus. Et le mouvement qui s'est soufflé maintenant va se répandre dans toute l'Europe. N'est-ce pas ? Et ce sera quelque chose de durable. Jusqu'à Calvin, on pouvait penser, et beaucoup étaient parmi les catholiques ceux qui pensaient, que la réforme finirait par s'essouffler, mourir. Après Calvin, c'est impossible. Là, il y a une doctrine solide, une doctrine claire qui est posée, qui va permettre alors là des différenciations très nettes. Calvin est un homme lucide, sage, équilibré, pondéré, pas du tout un fanatique. Il n'a pas du tout le tempérament de Luther, qui est impulsif et qui parfois fait des choses qu'il regrette. Non, Calvin est un homme qui pèse bien chaque chose. Tout est pesé, tout est calculé, il avance avec assurance. Et c'est un homme d'une très grande fermeté quand il faut l'être, parfois trop d'ailleurs, on aura l'occasion de le voir. Mais un homme en même temps qui sait être équilibré, qui sait être conciliant. Un véritable homme de Dieu, un véritable docteur. Le grand docteur de la réforme. En même temps, c'est un Français, avec aussi le génie français, si j'ose dire, qui va jouer à ce niveau-là. Pas du tout que je sois chauvin, loin s'en faut. Mais il y a toutes ces dimensions de l'humanisme qui étaient derrière lui, que Luther n'avait pas. Et qui va donner justement à la réforme les assises que Luther avait été incapable de lui donner. Et ça, si vous voulez, nous verrons les principes de la réforme posés par Calvin, l'institution chrétienne et les grands textes écrits par Calvin. Nous verrons ça la prochaine fois. Est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus ?